Alors, excusez-moi, je reprends la ligne. En posant mon téléphone, j'ai coupé malencontreusement mon téléphone. Donc là, on va se diriger, donc on reprend. Il y aura aussi deux parties, tant pis. Hein. C'est pas évident. J'ai mal placé mes doigts. Donc, on est reparti. Il est très exactement 10h et 10h47. 10h47, on est à 28 secondes d'enregistrement. Donc il y aura deux parties. Bon, pas tout. C'est pas gênant, hein. Il y aura une suite, hein. C'est comme un feuilleton. Donc là, je vais inverser l'image et je vais vous montrer en fait la direction. On va très vite aller à l'Édin, à mon domicile. Donc on va en faire le petit clap de fin, le petit coucou. J'aime bien en fait pris l'habitude de vous montrer la fin avec mon masque. Donc on va rester sur ce rituel. Le masque pour lequel j'avais fait l'acquisition quand j'étais jeune, hein, j'avais 18 ans peut-être quand je l'ai acheté. Donc c'était à l'époque j'aimais et j'aime toujours Jean Marais. Hein, c'est un très grand acteur. Un artiste complet, hein, talentueux, à la fois le dessin, la sculpture, et donc j'aimais beaucoup de ses films, et donc particulièrement le Bossu. Et le Bossu, il y a une morale dans le Bossu. L'histoire finit bien, et donc l'histoire finira bien pour le monde des citoyens. Elle finira par contre un peu moins bien pour le monde des crapules. Là, ce sera un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué parce que maintenant, ces gens-là, ils vont devoir s'expliquer. Eh oui, il y aura des témoins. Il y aura des témoins. Donc voilà, je fais attention de ne rouler pas trop vite parce que là, c'est une zone à 50 à l'heure. Et si je dépasse d'1 km/h, c'est le flash. Alors, je vais basculer, hop. Ouais. Donc là, on va arriver sur la zone de Cora. Et donc, très rapidement, on va se retrouver sur la direction Le Cateau, direction le Nord, pas très loin du Nord, hein, du département du Nord. Donc je vous invite à aller à Le Cateau. Il y a un superbe musée, et notamment avec les peintures de Matisse. On a Cora sur la gauche. On va arriver à un grand rond-point, et là ce sera direction l'Édin. On est à 4 minutes de l'Édin. Boin, Envers-Mandois, l'Édin. Il y a Fresnoy-le-Grand aussi. Fresnoy-le-Grand, il y a de l'industrie. Il y a par exemple Le Creuset, une grande marque française, très sérieuse, de très bons produits. Bon, c'est pas accessible à toutes les bourses malgré tout. Malgré tout, au mois de novembre chaque année, il y a une vente aux particuliers, une foire. Donc il y a des prix, c'est un peu moins cher. Il y a aussi les établissements Le Bourget, les bas Le Bourget. C'était une grosse entreprise de 800 salariés à une certaine époque, dans les années 80. Voilà. On va pouvoir rouler un peu plus vite. Là, on est à 4 km de l'Édin. Il y a beaucoup de champs, du blé, beaucoup de céréales, de la betterave, bien évidemment. On est au cœur de la betterave. Il y a des sucreries pas très loin, une sucrerie pas très loin. Maison du textile, Fresnoy-le-Grand.
l'Aisne, c'était il y avait beaucoup d'industrie textile. On n'est pas très loin du nord aussi, il y avait des brodeurs. Voilà. Maison familiale Henri Matisse, donc à Bouin. Direction Bouin. Et après, je vous invite à aller au Cateau. Donc là, on est sur une petite zone à 70 km/h. On va passer au-dessus du pont du canal. Il y a de très belles promenades à faire entre Lesdins, Saint-Quentin et puis direction Chauny, le long du canal. Alors, vous pouvez vous promener à pied, footing, VTT, trottinette, ou alors marcher sur les mains pour les grands sportifs. Voilà. Direction Omissi-Morcourt. J'aime bien prendre le long du canal. J'aime bien rentrer le long du canal. Comme ça, on se promène. On met pas plus de temps. Plutôt que de rentrer par les Dins. On aurait pu passer à la mairie, mais bon. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Ces gens-là ne m'intéressent pas. Ils m'ont mis dans une situation compliquée. Et franchement, j'ai vraiment pas envie de les voir. Depuis 2014, d'ailleurs, je ne serre plus les mains de ces gens-là. De ces gens-là. Eh oui. Donc là, on est rentré dans les Dins. Donc voilà, on va passer le long du canal. On va tourner un petit peu. Voilà. Vous puissiez profiter un peu. Le canal, une petite écluse. On va se garer devant la maison, ce sera plus simple. D'habitude, quand je rentre par le sous-sol. Eh oui. Comme ça, personne si je suis là ou pas là. On en est là. Bon, de toute façon, il n'y a pas lieu de se garer. Donc voilà, là on va tourner. On va retourner le téléphone. Retourner le téléphone. Ah, quel dommage d'avoir appuyé sur la touche, décidément. Les manipulations de téléphone, c'est pas évident. En fait, j'ai appuyé sur la touche et puis tout s'est refermé. Alors, là, le canal, là, on va rentrer sur le lotissement La Maladrerie. La Maladrerie, c'était un lieu où on mettait les gens malades. On mettait les gens malades sur un lieu en hauteur, vous voyez. Donc là, on rentre dans le lotissement, on va tourner à droite, hop, petit clignotant, et on est allée du canal. Allée du canal, allée d'un, vous voyez, la maison se situe à droite. Donc voilà, je récupère le téléphone, on va basculer, je vais faire attention de ne pas couper, hop, et hop. Donc on en revient toujours à le titre que je vais en fait faire deux parties pour les vidéos que je viens de réaliser. Donc il y aura une partie 1 et une partie 2. Donc le titre ce sera, j'ai un trou de mémoire, au cœur même, immersion dans le cartel saint-quentinois. C'est vraiment un cartel. Je peux vous assurer que ces gens-là, ils rigolent pas.
Hein. Leur objectif, c'est de copiner et puis de faire de l'argent. Mais faire de l'argent malhonnêtement, c'est-à-dire que l'avocat que vous prenez, il se peut, hein, je ne connais pas tous les avocats non plus, il y a quand même des avocats qui refusent de rentrer dans cette combine, hein. Heureusement, il y a des avocats qui sont honnêtes, et d'ailleurs, ils diront non, non, je ne prends pas votre dossier. Hein, donc voilà, c'est compliqué parce que quand un dossier est pris par un avocat, on peut se poser des questions. Oui, eh oui, qu'est-ce qu'il va faire cet avocat en fait? Hein, est-ce qu'il va vraiment nous défendre ou pas? Donc voilà, voilà. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience, hein, de la part de la population par rapport à ce qui se passe dans le domaine de la justice, hein, parce que sinon il y a encore des familles, des gens qui vont souffrir, quoi. Hein, des gens qui vont tomber malades, des gens qui vont se suicider. Donc ça c'est important que vous puissiez tous en prendre conscience. Hein. Moi je suis là pour lancer une alerte. Hein. Je suis là pour lancer une alerte, mais j'ai pas de baguette magique. Malheureusement, j'ai pas de baguette magique parce que sinon je l'aurais utilisé depuis très longtemps. Donc voilà, c'est à vous de descendre. Moi, je suis quelqu'un de pacifique. Hein. Ce que je peux vous proposer, la solution serait de descendre dans la rue en grand nombre. Hein. Il faudrait peut-être des millions à descendre, hein, de façon pacifique et de façon bah, à poser les bonnes questions, quoi. En matière de justice, en matière d'institution, en matière d'État, en sachant qu'il y a 80% enfin 80%, une très grande partie de politiques, le pourcentage je ne le connais pas du tout, des politiques qui sont corrompus, et puis les autres se taisent. Les autres se taisent. Moi, je sais pas, mais personnellement, la politique ne m'intéresse pas. Mais je refuserais de faire de la politique. Si la politique m'intéressait, accepter de faire de la politique, c'est cette complice en fait de cette corruption. Je ne pourrais pas ne pas me taire. Regardez, quand mon collègue était en souffrance psychologique, j'ai pas pu m'empêcher que d'aller voir un avocat pour lui venir en aide. Hein. J'allais pas le laisser se faire violenter comme ça, sans réagir, avec des risques de suicide. Hein. Donc M. Philippe Rémy, c'était une personne qui était très particulière, quoi. Très particulière. Hein. Ce qui comptait, c'était sa personne, et puis voilà, il voulait voilà, le pouvoir, l'argent, j'en dirai pas plus. Bon, on va rentrer. Hein. Je vous invite à me suivre et à rester en ligne. Donc voilà. On va prolonger cette vidéo en faisant le petit clap de fin. Pour ceux qui m'ont jamais entendu, en fait, vous allez avoir droit pour étayer en fait toutes mes accusations. Hein, c'est pas le tout d'accuser, mais faut-il encore avoir des preuves. Donc toutes les preuves, je les ai mises sur mon site. Hein. Je tiens aussi à me protéger. Hein. Hein, je tiens à le rappeler, je suis pas suicidaire. Hein. Et j'ai pas non plus envie de finir en prison. Donc je m'amuse pas à balancer des choses sans que ce soit pas la vérité. Donc encore une fois, si quelque chose venait à m'arriver, hein, si tout événement funeste intervenant à mon égard, serait a priori un assassinat. Eh oui, parce que ces gens-là, ils sont en train de paniquer à Saint-Quentin. Et puis dans les Hauts-de-France, hein, Maître Pot-de-Pot, elle panique. Hein, parce que qu'est-ce qu'ils risquent? C'est, en toute logique, au minimum une 10 années de prison, 1 million d'euros d'amende, vous imaginez? Ah oui, comme ça, ils vont savoir ce que c'est que de perdre tout puis de se retrouver en prison. Hein, ces gens qui ont essayé de me piéger professionnellement, pour certains, mes employeurs, 5 employeurs, enfin même plus, je vais vous les citer. Teinturerie de la Chaussée-Romaine. Teinturerie de la Chaussée-Romaine, j'ai travaillé 20 ans. 20 ans sans avoir commis la moindre faute. Et puis je suis licencié parce qu'en fait, je vais dans le bureau de Maître Patrick Margoulès. Vous rendez-vous compte les conséquences? J'avais 42 ans, voilà. Mon licenciement a été signifié le 9 novembre 2004 et donc il a été acté. Alors j'ai été obligé de me mettre pour la première fois en arrêt maladie parce que M. Philippe Rémy, il voulait transformer la faute non réelle et sérieuse en faute grave. Donc voilà, il s'est servi du personnel pour continuer à me violenter. Donc là, effectivement, je suis allé voir mon médecin traitant, je ne pouvais plus travailler dans de telles conditions, donc j'ai été en arrêt maladie. Et puis, de mémoire, j'ai été officiellement licencié le 8 février 2005. Donc voilà pour la petite histoire. Dès lors que j'ai voulu rechercher du travail, curieusement, j'étais embêté. J'ai voulu à Guise, j'étais en période d'essai, j'ai pas été gardé.
Ensuite, j'ai travaillé dans une entreprise de chauffage plomberie sur Saint-Quentin. J'ai eu un contrat, un CDD de 6 mois et curieusement, mon travail était fait, hein. Curieusement, je n'ai pas été gardé, donc j'avais anticipé, j'avais vu que mon employeur recherchait un comptable. Donc j'ai anticipé, j'ai retrouvé du travail donc, chez N Impression. Et N Impression, je faisais tellement bien mon travail que je suis passé cadre. Mais malgré tout, donc c'était en 2005, non je dis des bêtises, en 2006, en juin 2006 de mémoire. Et donc en juin 2006, ensuite en 2007 je suis passé cadre. Et donc par rapport à mes responsabilités, ma charge de travail, puis la qualité de mon travail, je faisais beaucoup d'heures dans cette entreprise. J'étais tout seul, il faut dire. Donc j'avais pas trop le choix, il y avait quand même pas mal de choses à restructurer, parce qu'en fait, en plus de ça, ils avaient changé de marque de copieur, donc j'ai mis pas mal de choses en place. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais très rapidement, j'étais embêté. J'étais embêté. Et à un moment donné, l'entreprise était malgré tout en difficulté, et on a essayé de me piéger. On a essayé de me piéger, donc j'ai vu venir le problème. Et donc je l'ai anticipé, je suis allé voir le cabinet comptable qui n'est autre que PriceCoopers. J'ai rencontré en fait un des dirigeants de cette société, je lui ai expliqué un petit peu le problème. Moi je tenais, voilà, il ne fallait pas non plus, j'étais cadre, donc il ne fallait pas non plus que je fasse n'importe quoi. Dans le cadre de contrat, de financement, donc voilà, je ne tenais pas à, comment dire, me retrouver en tôle, quoi. Très, très sérieusement, parce que mon employeur faisait n'importe quoi. Et il était en train de vouloir me faire porter le chapeau. Donc à l'époque, quand j'ai rencontré comment dire, de chez Price, le comptable, un des responsables comptables, un des dirigeants, il m'a dit bon, on verra après le bilan. Après le bilan, moi j'ai quand même acté avec un recommandé, parce que là c'était vraiment sérieux, c'était des sommes un petit peu folles, plus de 100 000 euros. Plus de 100 000 euros. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça c'est top secret. Mais ce qui s'est passé chez N Impression, c'était très grave. Donc voilà, j'étais en arrêt maladie, je me suis mis en arrêt maladie parce que les conditions, je ne pouvais plus travailler avec des gens qui me violentaient. Donc je me suis mis en arrêt maladie. Et après, en fait, l'entreprise a été rachetée par Konica. Donc j'ai été licencié. Et j'ai retrouvé chez CMB Rousseau à Bussigny, direction le Cateau justement, après Boin. Et donc, un gros charme de travail dans cette entreprise. Il s'est trouvé que l'ancienne comptable avait été licenciée. Ben oui, elle avait été licenciée parce que, voilà, par rapport à... Et puis en fait, je me suis aperçu, personne ne s'en était aperçu, qu'il y avait, qu'elle détournait des sous, elle avait détourné, j'abrège, elle avait détourné 200 000 euros. Ça la foutait mal, franchement, ça la fout mal. Ni l'expert, moi j'arrive, au bout de 2 heures, je m'aperçois qu'il y a des écritures, les rapprochements bancaires, bon c'est technique, les rapprochements bancaires sont faits sur Excel, et puis je regarde un petit peu la compte fournisseur, je m'aperçois qu'il y avait des écritures, je regarde sur les différents exercices, qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu bizarres, quoi. Donc j'ai informé en fait le directeur, dans un premier temps le contrôleur de gestion, qui a informé le directeur financier du problème. Donc voilà, il a fallu refaire toute la comptabilité pour voir ce qui avait été détourné, plus de 200 000 euros. Et encore, on m'a demandé d'arrêter à un certain nombre d'années. Il y avait beaucoup plus. Donc cette entreprise, derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a déposé le bilan. Et au moment du dépôt de bilan, on a essayé de me piéger. Juste avant, on a essayé de me piéger pour me faire porter le chapeau. Bon, je ne vais pas vous raconter le détail, mais c'est gravissime. Et cette société travaillait avec mon constructeur. Elle fournissait, moi je peux vous le dire, malgré tout, elle fournissait quoi? Des fenêtres. Une des branches, en fait, c'était un groupe. Il y avait 2 groupes. Il y avait 2 groupes. C'était une petite société, mais une société en fait qui ils faisaient n'importe quoi au niveau des devis, etc. Ils étaient tellement en difficulté qu'ils ont signé n'importe quel devis, quoi. Ils ont fait des choses qu'ils ne savaient pas faire, par exemple. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais ce qui fait qu'ils ont planté pas mal de fournisseurs. L'ardoise était lourde. L'ardoise était très lourde, mais moi j'avais signalé que la société voilà, s'il n'y avait pas un apport de fonds pour renflouer la société, on ne pourrait pas aller très loin. Et puis voilà, j'ai eu le nez creux, ça n'a pas duré, je crois que de mémoire en 2012, elle a capoté l'entreprise. Elle a capoté, elle a été mise, elle a été rachetée pour 1 euro symbolique.
Elle a été rachetée, je ne sais pas, pour un euro symbolique, je dis des bêtises. Toujours est-il qu'elle a été rachetée avec une partie du personnel. Et puis moi j'ai été licencié, hein, j'étais en arrêt maladie depuis peu. Bon, quelque part, voilà, ça- c'est dommage, c'est dommage. Mais j'ai été licencié. Excusez-moi, j'ai été licencié. Donc derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai retrouvé du travail, que je ne dise pas de bêtises, chez Wabel Cosmétiques à Chauny pour toute la partie paye et puis comptabilité en fait. C'était fait par un cabinet comptable et il voulait que ce soit fait en interne. Donc j'ai tout mis en place, la paye en peu de temps pour pouvoir la récupérer, pour pouvoir donc enfin c'était un gros boulot, hein, mettre en place une paye. Il y avait pas mal de salariés dans cette entreprise, il y avait plusieurs structures, hein, plusieurs entités. Et donc, plus après, reprendre la comptabilité. Et très rapidement, en fait, j'étais embêté. Bah oui, j'étais embêté. J'étais embêté. On a essayé de me piéger au niveau d'une attestation Pôle emploi. On m'a demandé, en fait, de reprendre pour un salarié. Je vous passe les détails, mais les salaires, c'est un salarié qui avait été racheté dans un cadre bien précis. Et il avait, comment dire, on me demandait d'intégrer les salaires de son ancien employeur. Et c'est un salarié qui quittait la société. Bah non, chaque entreprise déclare ses propres salaires. Donc voilà, c'était un piège. Ah oui, je faisais un faux, hein, c'est une escroquerie à Pôle emploi, hein. Donc voilà, on me poussait à faire ça. Et puis la responsable comptable me disait non, non, j'ai voilà, une grosse supercherie. Je pense qu'elle était avec le directeur au téléphone. Oui, oui, vous autorisez bien monsieur De Rudre à faire l'attestation, etc., etc. Donc moi je suis sorti, j'ai téléphoné à Pôle emploi, je dis attendez, qu'est-ce que c'est que ça? On me demande de faire, non, non, faites surtout pas, faites surtout pas. Bah oui, bien évidemment qu'il ne faut pas faire, hein. Donc voilà, donc c'est gravissime, je me serais retrouvé en tôle, hein. J'aurais été tout le moins jugé, quoi, puis condamné, voilà. Voilà. Monsieur Derel, ça aurait arrangé tout le monde, hein, parce que j'accuse Monsieur Rémy d'abus de biens sociaux. Et là, quelque part, Monsieur Rémy, il aurait pu dire, hein, ben, Monsieur Derel, ça aurait été dans tous les journaux, je peux vous assurer, hein. Monsieur Derel, voilà, il s'est retrouvé, il magouille. Il magouille. Ah oui, on retourne la situation. Donc voilà, moi je suis témoin d'un abus de biens sociaux et puis on s'arrange pour persécuter, on persécute les gens et puis on s'arrange pour les traîner en justice. Donc ça ne s'arrête pas là, hein. Derrière, j'ai travaillé à Saint-Quentin chez Archiveco. Archiveco. Bon, entre deux, il y a ouais, j'ai travaillé chez Archiveco pour remplacer en fait une dame qui était en arrêt maladie et par rapport à un problème d'épaule, une opération d'épaule. Et donc on m'a demandé de faire son travail. 200 salariés, plusieurs entités, hein. Donc moi ça me convenait tout à fait, hein. J'ai répondu tout à fait aux demandes et très rapidement je me trouve de nouveau embêté par cette fois également une responsable du personnel. Donc voilà, c'était pas une DRH, c'était une responsable du personnel. Donc voilà, moi j'avais accepté en fait cette mission de gestionnaire de paye. Donc voilà, il faut bien travailler, hein. C'était pas, voilà. Donc voilà, arrêt maladie, et puis derrière, il y a plusieurs recommandés, etc. Donc, je signale les violences, voilà. Et puis derrière, je retrouve le travail chez Taxiverse Service. Taxiverse Service, voilà, c'est l'ancienne gérance. À l'heure actuelle, les Taxiverse Service ont été rachetés depuis peu. Donc il faut pas créer d'amalgame, hein, par rapport à cela. Mais voilà, une grosse charge de travail également. Enfin, sur cette société, il y avait une grosse charge de travail. Et donc, l'ancienne gérante, en fait, avait supprimé un poste de travail. Donc, en fait, moi, je me retrouvais avec une charge de travail qui était importante. L'ancienne comptable, la comptable que j'ai remplacée, en fait, ne souhaitait plus rester dans l'entreprise, hein. À la fois l'ambiance et puis à la fois la charge de travail, hein. Donc, moi, grosso modo, je faisais l'équivalent du travail d'une personne et demie. Donc, de ce fait-là, pour faire mon travail, je faisais entre 45 heures et 55 heures par semaine, hein, voire plus, hein. Des fois, je faisais 12 heures, voire plus de travail, 12 heures par jour, hein. Il y a des périodes où il faut, voilà. Et donc, à partir de 2018, on a essayé de me piéger. En décembre 2018, on a essayé de me piéger. Donc j'ai réagi par SMS, hein, gentiment, en rappelant les faits. J'ai réagi par mail puis là, il y a eu un mouvement de panique, hein, parce que le gérant me remet pour la vente d'un véhicule, d'un trafic, 600 € en espèces, vous vous rendez compte? 600 €, c'est rien.
C'est rien pour un véhicule qu'il estimait entre 2500 et 4000 euros. Et oui, il se trouve que il s'est trouvé que le compte, l'ancienne gérante avait, bon, après, l'ancienne gérante avait vendu 2 véhicules pour 300 euros. Donc en tout, il y avait 600 euros. Il y avait 600 euros de facture qui avait été établie et elle avait gardé les espèces. Donc le compte était de ce fait-là débiteur, je suis fatigué, débiteur de 600 euros. Et donc en fait, en remettant les 600 euros en banque, si vous voulez, je soldais le compte. Et puis derrière, on me demande de pas faire la facture tout de suite. Donc le compte aurait été soldé pour la fin de l'exercice. Et donc, le cabinet comptable m'aurait dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il y a eu la vente de véhicules, où est l'argent? J'aurais dit quoi? On m'aurait accusé d'avoir gardé de l'argent. Et d'avoir, par exemple, c'est un exemple, empoché 4500 euros pour la vente de ce trafic, et d'avoir mis 600 euros pour solder le compte, en pensant qu'on allait oublier la vente du trafic, et donc j'allais forcément être mis en examen, hein, entendu et mis en examen pour détournement de fonds, taxivation service. Et donc à partir de là, en 2019, il y a eu de cesse d'être violenté, et notamment c'est de la violence en réunion avec certains salariés, il y avait une poignée de salariés qui ont répondu à la demande de mes employeurs, du gérant et de son épouse, qui n'était autre que la présidente de la holding qui détenait les parts des taxivation service. Donc voilà, j'ai été licencié abusivement, je vous passe tous les détails, j'ai été licencié abusivement. Et puis dans ce dossier, il y a eu des écrits, notamment des attestations de salariés. Quand j'en ai pris connaissance en juillet 2023 l'an dernier, j'ai aussitôt contesté par recommandé, bien évidemment. Donc voilà, il y a eu un dossier prud'homme, trafic d'influence, hein, malgré tout je dénonce un trafic d'influence début février 2023, hein, le premier vendredi de février 2023, dans une salle d'audience au prud'homme, avec refus en fait, on refuse que je vienne avec un témoin. Donc on demande au témoin, un copain qui s'était assis, de sortir de la salle. Hein, c'est ça, c'est une justice qui se passe dans le noir, une justice autoritaire, une forfaiture tout simplement. Donc voilà, et derrière tout ça, moi je dénonce parce que en fait on m'a demandé moi j'avais adressé en fait une requête, etc. Et on me demande de formuler. On me dit qu'il y a un renvoi et il faudra que je formule. Alors je comprenais pas trop, j'ai demandé des explications et on m'a dit formuler. Donc il y a maître Manon Magnier qui m'a demandé de formuler ma demande. Oui, forcément, je parlais de maître Patrick Margoulès et je parlais de représailles. Donc on me demande de refaire un courrier de façon à oublier mes accusations par rapport à maître Patrick Margoulès et puis par rapport à l'abus de biens sociaux, Philippe Rémy. Donc c'est important de le dire tout ça. Donc on me demande de formuler, et tout le monde me demande de formuler, c'est-à-dire la greffière qui est fortement impliquée. J'ai les noms des personnes, hein, de ces personnes. Et donc il y a également la présidente, hein, et les assesseurs. Il y avait 2 assesseurs de collège employeur. Il y en a un qui n'a pas parlé, il était présent, et puis il y a un autre qui était fortement impliqué aussi, hein, voilà. Et donc voilà, j'ai dénoncé de ce fait-là, j'ai réagi tout de suite, j'ai adressé à la greffière, parce que je ne connaissais pas le nom, j'ai adressé à la greffière du Conseil des prud'hommes section encadrement, une lettre recommandée, circonstancielle, en parlant de trafic d'influence. Trafic d'influence, il faut savoir que c'est de la corruption, hein. C'est pas rien, hein. Donc derrière, j'ai fait la même chose avec maître Manon Magnier de la SCP Vieille, hein, qui représentait leurs clients, les taxivation service. Il faut savoir qu'en 2020, j'ai déposé plainte à l'encontre des taxivation service, entre autres. J'ai adressé une plainte par lettre recommandée au procureur de la République de Saint-Quentin, j'ai pas eu de réponse. Des plaintes pour violence, hein, j'ai pas eu de réponse. Qu'est-ce que c'est que cette justice? Et donc on peut violenter des gens, et puis voilà, ces gens sont même pas convoqués, quoi. Hein, ils sont pas inquiétés du tout. Donc
ça, c'est important de le dire. Donc moi, j'avais demandé le surseoir statué au Conseil des prud'hommes, le temps qu'on juge, en fait, il fallait qu'il y ait une enquête criminelle. Et j'avais notamment demandé, pour apporter toutes les preuves, au procureur de la République, j'avais cité les noms des personnes, les relevés téléphoniques. On regarde un petit peu les relevés téléphoniques, parce que c'était de la violence en bande organisée. C'est pas rien. Hein, violence en réunion. Hein, j'ai parlé d'associations de malfaiteurs en bande organisée, ils étaient outrés. Alors la situation, il la retourne. Il la retourne en disant que c'est eux les victimes. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Vous êtes violenté pendant des mois et on vous dit, monsieur de Rode, vous avez un comportement inapproprié, etc. Vous nuisez à l'équilibre de la santé des salariés. Enfin, c'est ça la justice. Il faut vous y attendre. Hein. N'allez surtout pas en justice. N'allez surtout pas en justice. Parce que pour l'instant, mais bon, là, je peux vous assurer, moi je suis très très motivé, je ne vais pas lâcher du tout le truc. Donc il y a eu cette, comment dire, il y a eu un jugement, parce qu'on m'a poussé au jugement. Hein. Moi j'ai demandé en fait aussi la récusation en fait, du conseil des prud'hommes en fait, hein, parce qu'on ne peut pas être juge et mis en cause. Hein. À partir du moment où je dépose une plainte pour trafic d'influence, comment peut-on être jugé par des gens dont on accuse, pour lesquels j'accuse en fait ces gens de s'être entendus, etc. Donc voilà. Et puis en fait, voilà, on fait, voilà, un passage en force, et puis condamnation, hein, condamnation. La partie adverse me réclamait 4 000 € de dommages et intérêts et 2 000 € de l'article 700 de mémoire, et j'ai été condamné à 500 € de l'article 700. Oui, forcément, on condamne à 500 € à moindre coût, forcément, vu les accusations. Il ne fallait pas trop élever la somme, parce que sinon j'aurais fait appel. Et on se dit que M. Dorel ne va pas faire appel. Donc il s'est trouvé que je ne vais pas en rester là, j'ai fait appel. J'ai fait appel, je suis passé par un cabinet d'avocats qui a fait appel. Donc là, à l'heure actuelle, on me demande de produire des pièces, mais il n'est pas question de produire des pièces. Hein. On va traiter le sujet, on va parler de trafic d'influence, on va parler, avant d'aller en cours d'appel, on va parler de tout ça. Hein. Donc trafic d'influence et puis violence au travail. Hein. Donc, et puis après, on ira à la cour d'appel. Donc voilà, hein, c'est ce que je tenais à préciser. Donc là, on est, vous voyez, là, juste derrière moi, il y a un albizia. L'albizia, c'est magnifique, c'est de la race si je dis pas de bêtises, des acacias. Ça fait une feuille qui se referme la nuit en fait. La feuille, elle s'ouvre dans la journée avec la lumière, elle se referme la nuit, elle fait des fleurs un petit peu couleur saumon, voilà, couleur saumon. Donc là, c'est un arbre qui pousse essentiellement dans l'ouest de la France, et automatiquement, on n'a pas le même climat, donc il est un peu tardif. Donc là, au mois de juillet, il sera magnifique par contre. Ça fait un arbre parasol, c'est vraiment un très bel arbre. Donc voilà. Euh, on va s'avancer, on va rester comme ça. Regardez, hop, la maison de tous nos malheurs. Hein. Donc là, les voisins, hier, ils étaient bien inquiets. Ils ont raison d'être inquiets. Ils ont coupé leurs herbes, en partie coupé leurs herbes. Hein. Oui, vous savez, quand il nous dit on va en rester là, ça veut dire qu'ils sont déjà allés très loin, quoi. Hein. Ils sont déjà allés très loin. Et moi, en rester là, j'y croyais pas du tout. Hein. Franchement, c'est de la foutaise. Hein. Franchement, c'est de la parole. Un menteur reste un menteur. Une menteuse reste une menteuse. Hein. Des gens qui nous ont menti en 2007 en disant que les termes n'allaient pas rester là, hein, elles n'allaient pas rester en l'état, et qui nous assignent au tribunal en 2019. Hein. Donc c'est pas des gens qui on peut pas croire ces personnes en fait. Hein. C'est pas des gens crédibles. Hein. C'est des gens qui nous ont extorqué des fonds. Donc je vais faire attention au bouton, de ne pas couper. On est à 33 minutes d'enregistrement. Hop. Voilà. Tout compte fait, les lunettes de soleil, c'est pas pratique, je les ai pas mises. Non, c'est l'inverse qu'il fallait faire, excusez-moi. Hop. Voilà. Hop, on va se mettre là tranquillement. Maintenant, on est à 34 minutes d'enregistrement, donc il faut aller dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, c'est-à-dire que je vous ai parlé de la justice, mais je vais continuer à vous parler de la justice. Et tout ce que je vous ai dit, c'est pas des mensonges. Et Ernest Pardo, c'est un ancien, il a travaillé pour une ONG, je vais y arriver. La supercherie judiciaire.
J'aurais besoin de boire un petit verre d'eau, mais j'ai pas prévu d'eau aujourd'hui. C'est bien dommage. De la criminalité en col blanc à la criminalité en robe noire. Et oui, les fameuses robes noires, les fameux avocats. Vous savez, quand je vous rappelle tout à l'heure, parce qu'il y a une deuxième partie, je me suis avancé pour rue de la Barre, en fait, maître Christophe Donnette, maisonnonconforme.fr. Ah oui, il y a un avocat qui est sorti. Ah bah oui, j'ai pas filmé, pas filmé, j'ai tourné le dos, j'ai avancé, je voulais surtout pas qu'il m'aborde, je voulais surtout pas de problème. Ah oui, c'est ce qu'il cherchait à faire, des problèmes. Éventuellement, si je l'avais filmé, ça l'aurait bien arrangé, il aurait porté plainte contre moi. Ah oui, mais oui, monsieur. Maître, je vous ai pas filmé, je vous ai ignoré, je me suis avancé vers la poste de façon à, voilà, il fallait surtout pas créer d'incident, c'est ce que à l'heure actuelle, c'est ce qu'ils cherchent en fait, créer un incident éventuellement, tout incident, voilà, pour me mettre, voilà, pour me traîner en justice. Donc là, je suis dans mon rôle de lanceur d'alerte, je vous ai il y a la liberté d'expression en France. Moi, je dénonce quand même des faits criminels, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc, en ma qualité de lanceur d'alerte, j'ai des droits. J'ai des droits, et voyez-vous, là, je vais continuer avec Ernest Pardo, la supercherie judiciaire. Le dysfonctionnement judiciaire n'est pas une fatalité, il résulte d'une technique érigée en science exacte, régie par des lois écrites et non écrites, auxquelles sont initiés les acteurs, certains opérant en col blanc, dans le domaine économique et financier. Et financier, je vous parlais des banques. Oui, les protections juridiques, voilà. Protection juridique qui vous envoie des courriers recommandés, Société Générale, vous accusant de piocher dans un talus et vous demandant de faire un mur. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Tous défendent une même communauté d'intérêts, appartiennent à des corporations différentes, mais à une même caste d'intouchables, et tous sont issus d'un sanctuaire illicite et des dresses, etc. Voilà, on pourrait lire tout le livre. Il y a la page 269, oui. Ah oui, je ne vais pas lire tout le livre. Je vais vous lire la page 269. Parce que cette page-là est intéressante pour que vous compreniez, en fait. Je vais vous lire une partie de la page 269. C'est un tableau, en fait. La supercherie judiciaire, donc, processus d'exécution, on parle bien d'exécution, et on parle de victime. Condamner la victime par tous les moyens, voilà. Condamner la victime par tous les moyens. Multiplier les irrégularités et les violations par dénaturation, déni, escamotage, des faux, privation du droit à la preuve, voilà, privation du droit à la preuve, c'est-à-dire que dans le cadre mes chers voisins, il y a de la rétention de documents, il y a notamment le cahier des charges qui comporte 28 pages, et j'ai que les 3 premières pages, donc qui sont les responsables? Qui sont les responsables? C'est la mairie d'Édin. C'est à la mairie d'Édin, c'est à eux de me communiquer en fait les 28 pages, les 25 autres pages, ainsi que Alain Guillou, le lotisseur, qui a le document. Mais Alain Guillou, quand je lui adresse un recommandé, il refuse d'aller chercher. Donc voilà, j'ai un SMS de sa part. Il y a également le Cholet-le-Duc, Pascal Leduc, qui a réalisé en fait toute l'infrastructure du lotissement, le bornage, etc. Donc il y a toute la topographie aussi du lotissement, ça il veut surtout pas le communiquer. Donc le cahier des charges du lotissement, je l'attends encore. On a acheté notre maison chez le notaire vers le 19 ou le 20 janvier 2007. Et donc on est très précisément le mardi 28 mai 2024, et le cahier des charges du lotissement, j'ai les 3 premières pages sur 28. Donc voilà. Exploiter les conséquences de la condamnation, obliger la victime à s'occuper des tracasseries. Oui, qu'est-ce que je suis en train de faire? Au lieu de profiter de ma retraite, au lieu de profiter de ma vie depuis 20 ans avec ma famille, voilà, je fais des courriers recommandés, je fais des vidéos, etc. Neutraliser la victime durant des décennies, oui, ça va bientôt faire 2 décennies justement, dans quelques jours. Le 28 septembre, enfin le 27 septembre à la limite. Le 27 septembre, ça fera 20 ans. 20 ans, et le 28 septembre, ça fera 20 ans plus un jour. Donc on n'ira pas jusque-là, il y aura des choses qui vont des choses qui sont en train de se passer à l'heure actuelle.
vont porter leurs fruits, croyez-moi. Exploiter les 5 handicaps fondamentaux de la victime, l'avoir, le savoir, le pouvoir, le temps et le musulman, contraindre la victime à se consacrer sans moyens et sans connaissance, hein, oui, effectivement, moi je ne suis pas juriste, hein, aux procédures et truquées, les procédures truquées, les solutions, etc., etc. Créer des difficultés systématiques, hein, en soumettant la victime aux pressions psychologiques, économiques et sociales du système de société et ruiner son crédit. Expulsion, etc. Obtenir par tous les moyens une décision provisoire mais exécutoire. C'est ce qui s'est passé avec les voisins. Il fallait, comment dire, quand on a été condamné, on n'avait pas, même si on faisait appel, on n'avait pas trop de choix que de payer nos voisins et de faire le mur de rochement. Donc de toute façon, faire appel, c'était pas possible. C'était pas possible. On retournait vers une mafia. Donc voilà, il aurait fallu être richissime, et puis encore faut-il, il aurait fallu avoir un avocat qui nous défende cette fois, donc c'était pas possible. Hein. Moi, il faut savoir, je le dis très sérieusement, ma tête va bien. Hein, ma tête va bien, par contre, mon corps, comme je vous ai expliqué dans la première partie, mon corps est en souffrance. Hein, c'est-à-dire que, je le répète, parce qu'il y a une première partie, suite à un choc émotionnel, j'ai une hyposthésie, c'est-à-dire au niveau du membre inférieur droit, j'ai un trouble de sensibilité, donc avec une sensation de picotement et de brûlure. Donc c'est pas rien, et en fait, de l'abdomen jusqu'au doigt de pied. Donc voilà, choc émotionnel, maître prout-prout, qui ne... Voilà, à faire mes chers voisins. Créer une série de difficultés nouvelles, résultant de la privation de lieu de vie, licenciation, divorce, poursuites, litiges divers, saisies immobilières, etc., etc. La victime se retrouve ainsi neutralisée, ruinée, hein, c'est ce qu'il voulait en fait, hein, spoliation de tous nos biens, une maison de 380 000 euros, donc nous mettre en capacité de ne pas pouvoir payer, ruiné, anéanti, désintégré, certainement au cimetière, quoi. Une forte incitation au suicide. Fort heureusement, je ne suis pas suicidaire. Hein, je me bats et je me défends. Pour revenir à cette histoire de lanceur d'alerte, il y a effectivement un petit livre où il y a tous les droits qui sont expliqués du lanceur d'alerte. Donc les lanceurs d'alerte sont censés être protégés en fait. Hein. On bénéficie de la liberté d'expression, s'agissant à savoir que j'interviens pour sauver des vies. Hein. Cette situation mafieuse au cœur même de la justice, au cœur même de nos institutions, de la République, hein, parce que en fait nos institutions sont responsables de cette situation. Hein, c'est eux les grands responsables. Omerta des médias, les médias qui sont tenus au silence, lanceurs d'alerte, ils risquent leur vie pour sauver la vôtre. Hein, ça faut quand même en avoir conscience. Il y a René Forné à Grenoble, sur le pont de Cessiné, il se promenait, enfin il était en vélo, hein, pas du tout dans le cadre d'une manifestation. C'est un lanceur d'alerte qui dénonçait en fait les mafias criminelles lyonnaises, police, immobilier, huissier, notaire. Et donc 48 heures avant de recevoir une balle de flashball au niveau de la tempe, il sortait d'un bureau d'un juge d'instruction. Donc une balle de flashball, s'il était tombé, les pompiers auraient pensé, les pompiers pensaient qu'il avait fait un malaise. Hein. C'est parce qu'il y a eu un IRM ou un scanner au niveau de la tête qui sont aperçus que c'était l'empreinte d'une balle de flashball. Donc voilà, hein, moi j'ai voulu apporter mon soutien à René Forné. J'ai ouvert une page sur mon site, hein, René Forné. Donc voilà, Les Nouveaux Parrains de Bernard Méry, ça c'est un livre qui date de 99. Je l'ai acheté c'est un livre d'occasion. Hein. 99. Des Nouveaux Parrains. Bernard Méry, c'est un avocat en fait, un avocat qui exerçait en 99, depuis 28 ans au barreau de Paris. Les Nouveaux Parrains, je vous lis la préface. Un beau jour, on finit par se dire que ça suffit. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Ça suffit. Moi, je continue pas comme ça. Ça fait 20 ans que moi et ma famille, on subit des violences. Voilà, il va se passer quelque chose. Hein, c'est évident, j'en suis tout à fait convaincu. On va se sortir du problème, mais on va s'en sortir par la grande porte. Mais je pense que les risques aujourd'hui, c'est tout simplement un krach boursier.
un krach boursier parce qu'il y a une implication des banques. Donc une fois que, que tous les, comment dire, les Français auront pris conscience du vrai problème, parce que je ne suis pas tout seul à dénoncer en fait les violences au niveau de la justice, ben, ce qui va se passer, c'est que toutes les valeurs, hein, je connais un petit peu le monde des finances, hein, je suis comptable, et donc ce qui va se passer, c'est que toutes les valeurs financières vont se casser la figure. Hein, une chute importante, je pense que ça peut chuter de 20% en une journée, hein, et très rapidement perdre énormément. Ça va entraîner une chute de toutes les valeurs du CAC 40, et forcément les bourses communiquent, donc ça va entraîner une chute des bourses mondiales, hein, donc voilà, avec des conséquences qui pourraient durer des décennies. Il va falloir remettre tout à plat, reconstruire une société, voilà, une société juste et humaine avec de véritables, voilà, les costumes d'avocat va faire que ça change. La profession d'avocat doit disparaître. Je vais vous en parler. François Ratage, les suicidés de la justice. François Ratage, c'est une victime avant tout, c'est un ancien ingénieur en retraite, hein, il a un peu plus de 70 ans. Donc il a écrit une cinquantaine de livres, d'ouvrages traitant tous de la justice. Et donc les suicidés de la justice, hein, on a bien conscience qu'il a eu des témoignages, des gens qui se sont suicidés, et des gens après, il est sur Facebook, des gens qui après n'étaient plus sur Facebook. Donc voilà, il y a même une personne qui a dit, ben, je me suicide, mais je veux que ce livre-là soit dans mon cercueil. Oui, c'est le monde de la justice. Et tout le monde s'en fout. La profession d'avocat doit disparaître. Tout au moins, oui, effectivement, il y a quand même des avocats qui sont sérieux, il ne faut pas l'oublier. Mais la justice telle qu'elle est aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible. La justice telle qu'elle est, il faut en découdre. Ces gens-là devront être jugés, devront s'expliquer, ils seront jugés honnêtement, mais pas par des magistrats, par une justice de citoyens. Il va falloir repenser un petit peu, de façon à pouvoir juger équitablement toutes ces personnes. Pas question d'avoir une justice autoritaire, hein. On ne va pas faire comme eux. Donc voilà, ça, les francs-macs et la justice. Toujours de François Ratage, La Terre est plate, affaire suivante. La préface, elle est signée de maître Wilfried Paris. Wilfried Paris, c'est un avocat dissident, un avocat qui a été victime d'une tentative d'assassinat en 2015, en novembre 2015 de mémoire. Avocat aux mafias, la préface. Hein. La situation est gravissime, gravissime. En France, la profession d'avocat dispose d'un monopole légal pour défendre vos droits. Or, un monopole légal, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Or, cette profession est tenue par des gens qui violent la loi, et font taire leurs victimes en les menaçant. Vous voyez, tout à l'heure, l'avocat devant Maître Donnette, ben oui, encore une fois, je le répète, cet avocat, c'est son associé. Maître Donnette a quitté, en fait, c'est bizarre, je ne connais pas les raisons, mais c'est bizarre. Moi, le 20 mars, le Maître Donnette était toujours rue de la Barre, et là, il est parti. Donc il y a quand même cette histoire que j'ai dénoncé dans mon courrier de 111 pages, que j'ai dénoncé début avril. C'est pas rien, j'ai dénoncé une entente entre avocats. J'ai adressé une lettre recommandée à mon avocate en lui précisant qu'elle s'était laissée corrompre, qu'elle était corrompue. Et j'ai parlé de l'avocat qui n'est autre que l'avocat qui m'a suivi tout à l'heure. Eh oui, forcément, dès lors que vous restez 2-3 minutes, il y a peut-être, 2-3 minutes, et puis que cet avocat est sorti peut-être par hasard, mais peut-être qu'à travers la fenêtre, il a vu que j'étais là, donc voilà, il a essayé de me provoquer, et donc moi je pars, hein, je rentre pas dans son stratagème, hein, donc voilà, j'ai bien fait attention de pas le filmer. Mais cet avocat-là sera entendu, hein. Que s'est-il passé, à quelle heure, quelle a été la nature d'entretien avec Maître Prout-Prout, parce qu'ils sont bien entretenus, parce qu'il est allé la voir une première fois en lui disant que le délibéré serait au 15 mai. Donc c'est pas Maître Prout-Prout, allait de la Madeleine de Proust, dans le Nord, dans le Grand Nord, 59 110 le code postal. Et donc il ne la connaissait pas d'ailleurs, elle m'a dit, quand j'ai dit c'est maître un tel, elle me dit je ne le connais pas. Elle ne le connaît pas, et puis il vient s'adresser à elle.
Et puis il est revenu une deuxième fois s'adresser à elle en lui disant qu'elle allait passer. Que c'était, voilà. Et donc ils ont essayé tous les deux de me faire croire qu'il y avait une entente à juste raison. Moi je savais qu'il ne fallait surtout pas que j'intervienne. Donc voilà, le dossier a été jugé. Il a été jugé sur des points, mais en aucun cas, Maître Prout aura mis en difficulté nos voisins, aura mis en difficulté toute la clique de corrompus, hein, fonds en écriture publique, etc. Maître Donnette, moi, Maître Prout, je voulais qu'elle informe qu'il y ait une plainte allait être déposée pour extorsion de fonds. Hein, il y a eu une extension de fonds, 15 500 euros. C'est le montant du prêt, plus les intérêts, plus les 6 185 euros de chèques qui ont été établis. Donc vraiment, on est vraiment dans un cas crapuleux. Et puis non, ils s'en sortent bien, ils sont condamnés. À l'article, moi j'avais dit dans le courrier, j'avais dit entre 500, dans le deuxième recommandé, j'avais dit entre 500 et 1000 euros. Hein, j'avais dit 500 ou 1000 euros. Et puis dans mes vidéos, j'ai dit, oh allez, ça peut monter à 1500. Nous, il faut savoir qu'on a été condamnés en 2022 à 2000 euros de l'article 700. Donc, vous voyez, deux poids, deux mesures. Se condamner, nous, on est condamné à 6185 euros voilà, 2685 euros d'honoraires d'avocat, plus 2000 euros d'honoraires d'expert judiciaire, pardon, 2000 euros d'honoraires d'avocat et 1500 euros de remise en place des terres. Les terres, elles ne se sont jamais écroulées. C'est les terres qui ont été biseautées, les terres qui ont été surélevées et biseautées. Biseautées, c'est-à-dire, voilà, il y a eu voilà, un arrondi qui a été fait. Et derrière, on m'accuse voilà, d'avoir laissé les terres s'écrouler. Donc il y a justice de merde aussi de François Ratage. Justice de merde. David Koubi, c'est un avocat du barreau de Saint-Quentin, de Paris, excusez-moi. C'est l'avocat de Jérôme Kerviel. Donc David Koubi nous alerte, une contestation française. Donc je lis la préface de Francis Tegen, je ne sais pas comment ça se prononce. Cette contestation française tient en une ligne, que la loi soit appliquée à tous sans aucune restriction ni distinction. Ce n'est pas le cas en France. Voilà, je vous l'ai dit. Chacun de nous est conscient que la République va mal, oui, elle va mal, que l'intérêt général ne cesse d'être bafoué, eh oui, je confirme, que la justice est dévoyée en un instrument au service des puissants, et que nos politiques, à quelques rares exceptions près, vous voyez, à quelques rares exceptions près, ne s'engagent pas, c'est un avocat qui le dit, donc c'est un avocat, c'est une personne, je veux dire, qui connaît bien le terrain, hein, ne s'engage pas contre notre ennemi, la finance. Notre ennemi, c'est la finance. Vous voyez, je vous ai parlé de Société Générale, je vous ai parlé de la Massif, je vous ai parlé de la GMF, je vous ai parlé de la Banque Postale, je vous ai parlé de la Caisse d'épargne, je vous ai parlé du Crédit Mutuel et de la banque LCL. Vous voyez, hein, le monde des finances, c'est bien effectivement un problème, la finance. Hein, voilà. Le but, c'est de faire des économies, et puis voilà, de faire des économies. Quand vous financez, quand vous êtes obligé, les dommages ouvrages, quand elles sont obligées d'indemniser les clients, ou alors quand il y a des préjudices, je sais pas, des erreurs médicales, des choses comme ça, c'est plusieurs millions d'euros, bah on indemnise à moindre coût. Et puis si les personnes, voilà, on fait des propositions à moindre coût, c'est ce qui s'est passé pour notre maison, hein. On nous a fait du chantage, 4 970 euros d'indemnisation pour notre maison pour les malfaçons, alors que j'avais des devis de 130 000 euros, je le répète. Donc c'est des menaces de la Massif, menaces de l'avocat, de notre avocat, hein, qui représentait la Massif, menace de maître Guévenoux Christophe, qui n'est autre que l'avocat de la Massif, de la direction de la Massif de Compiègne. Hein, il a un bureau, il a un cabinet aussi sur Amiens. Donc voilà, le peuple doit redevenir souverain. Par-delà les divergences et les différences, nous, citoyens, devons mettre ensemble un terme au dysfonctionnement, c'est-à-dire, moi je dis corruption, de notre société sur la base d'un dénominateur commun que sont nos contestations compatibles et qui convergent vers une même volonté d'obtenir davantage d'honnêteté et de justice dans la vie publique. Et oui, l'honnêteté. Et toujours de David Koubi, un petit manifeste, la charge, le seul gouvernement qui puisse fonctionner est un gouvernement au service du peuple, dirigé par le peuple et contrôlé par le peuple. Ah oui, c'est pas le cas. On a vu le cas avec les gilets jaunes. D'ailleurs, David Koubi, qui est avocat et qui a toute ma considération, David Koubi a écrit, en fait, le préfet, hein, vous connaissez tous, je suppose, l'histoire du préfet, hein,
l'histoire du préfet qui a demandé à ce qu'il n'y ait pas de manifestation. Donc le préfet de police hors la loi, avec un point d'interrogation. Le cas emblématique du premier anniversaire des Gilets jaunes. Voilà. Et maître David Koubi, voilà, avocat au barreau de Paris. Et pour conclure, juge en Corse. On parle de l'État, je parle de corruption de l'État, il n'y a pas que moi qui le dis. 9 magistrats témoignent sur l'emprise mafieuse. Une emprise, c'est quelque chose de terrible. Avoir une emprise sur une personne, l'emprise mafieuse et les ambiguïtés de l'État. Vous imaginez? 9 magistrats témoignent sur l'emprise mafieuse et les ambiguïtés de l'État. On est bel et bien dans un État corrompu. Voilà. C'est la présidence, quel que soit le président, la présidence de la République qui nomme par décret les procureurs de la République. Les hauts fonctionnaires de l'État sont nommés par la présidence de la République. Préfets de police sont nommés par la présidence de la République. Il faut savoir que j'ai adressé un courrier en date du 15 décembre 2018 au préfet de police de l'Aisne. C'est monsieur le préfet de police, c'est Nicolas Basselier. Eh bien, j'ai pas eu de réponse. J'ai demandé la protection de mes personnes. J'ai informé des violences que je subissais, j'ai pas eu de réponse. Préfet de police, ils sont là pour protéger les personnes. Donc, c'est pas le cas. J'ai pas eu cette chance, j'ai pas été protégé. 2018, donc ça fait quand même, ça va faire 6 ans en décembre prochain. Donc c'est terrible, en 6 ans, il s'en est passé beaucoup de choses. La France des caïds. Pourquoi les politiques acceptent-ils l'emprise des mafias sur nos sociétés? Eh oui, pourquoi ils acceptent ça? Comment les caïds aident-ils les entrepreneurs et les médecins? Quels liens unissent la mafia et les administrations? Voilà, l'administration. Dans ce récit palpitant, l'auteur montre comment le crime imprègne l'ensemble de la société civile. Il met en évidence la toute-puissance du trafic de drogue sur les milieux économiques. Voilà, milieu économique. La drogue, ça aide, ça peut aider. Économique, ça arrange bien certaines personnes. Économique, sociaux et politiques de nombreuses villes en France. À la fois témoignage d'un avocat, reportage de terrain et enquête sociologique, il campe le panorama stupéfiant d'une France mafieuse, d'une France, il ne parle pas du trafic de drogue, il parle d'une France mafieuse. Hallucinante, c'est hallucinant. Je peux vous assurer que je confirme, c'est hallucinant. Donc voilà, Gérard Pandelon est actuellement l'avocat de 200 grands bandits. Donc voilà, 200 grands bandits, mais il parle de l'État. Donc coup d'État d'urgence. Moi, je ne suis pas du tout pour un coup d'État, je suis quelqu'un de pacifique. Mais la justice telle qu'elle est aujourd'hui, voilà, c'est fini. C'est fini, voilà, hop. C'est fini, et on va en rester là. Je vais quand même vous montrer, en fait, pour ceux qui n'auront pas vu les vidéos précédentes, mon cerveau, suite à mon accident d'hyposthésie, j'ai eu un IRM du cerveau. Mon cerveau va bien, ma tête va bien. Je pense que vous avez constaté que mon cerveau va bien. Wilfried Paris, en fait, c'est un avocat de Rouen dissident. Effectivement, il nous a, comment dire, informé qu'en août 1790, il était prévu que les juges soient élus, je parle bien d'une élection, par le peuple. Or, cette loi n'a jamais été mise en place parce que comme je vous ai dit, c'est le président de la République qui nomme par décret les grands, comment dire, les grands magistrats. Émilie Prout-Prout, elle m'a répondu le 3 mai 2024 par mail. Alors je vais cacher. Réponse courrier recommandé. Vous voyez, elle avait reçu deux courriers recommandés et elle me met réponse courrier recommandé. Donc là, c'est également une supercherie. Je vais vous en expliquer un petit peu comment que ça se passe. Quand on a un petit peu d'expérience, on sait comment il procède. Monsieur, donc là, mais plus cher monsieur, c'est normal, on s'accuse de corruption. Par la suite, elle m'enverra d'autres mails où elle me met cher monsieur, malgré tout. En date du 21 mai, elle m'adresse un mail, en date du 21 mai, en date du vendredi, pardon. Parce que j'ai fait un transfert, en date du vendredi 17 mai 2024 à 9h32, elle me met cher monsieur. Donc là, elle essaye de temporiser un peu. Je fais suite à la réception de vos 2 courriers recommandés qui n'ont pas manqué de me surprendre.
pourquoi elle me met à réponse à votre recommandé, puis elle me parle d'un seul recommandé. Elle me parle d'un seul recommandé, puis là, elle me parle de 2 recommandés. Et bien oui, derrière, elle me parle du premier recommandé 111 pages, et puis on peut tout supposer, notamment la suppression du paragraphe. C'est même pas un paragraphe, c'est une ligne. Je fais suite à la réception de vos 2 courriers recommandés qui n'ont pas manqué de me surprendre. Regardez, vous pliez la feuille ou alors vous faites disparaître cette ligne-là, mais derrière vous avez toute une production et à la fin elle me demande, elle me dit, elle m'informe, j'ai déjà informé mon bâtonnier, donc le bâtonnier, surtout pas se mettre en rapport avec le bâtonnier, de la difficulté, parce que bâtonniers, je ne donne pas son nom, mais les bâtonniers, ils sont là pour aider les avocats quand ils sont en difficulté. Par contre, ils sanctionnent les avocats qui défendent leurs clients. Si un client est défendu par un avocat et qu'il n'aurait pas fallu le défendre, parce que c'est eux c'est eux qui décident. Et donc là, les avocats sont sanctionnés. Je pense notamment à François d'Anglehan, qui a failli être radié, fort heureusement. Il est intervenu avec plusieurs amis avocats au moment où il fallait qu'il soit jugé. Il y a la vidéo qui se trouve sur mon site, et il y avait Dieudonné qui était là aussi pour soutenir son avocat, Maître François d'Anglehan. Donc tout a été démontré. En fait, Monsieur François d'Anglehan a réussi à subtiliser le dossier qui se trouvait devant le juge, et en fait, la condamnation était déjà établie. Donc Monsieur François d'Anglehan, de toute façon, il était condamné. Quoi qu'il arrive, il fallait qu'il soit condamné, donc radié du barreau. Donc elle est très intéressante cette vidéo, parce que quand on voit comment ça se passe entre les avocats, vous imaginez avec des particuliers comme moi je suis, un individu lambda, ce que ça peut être. Alors j'ai déjà informé mon bâtonnier de la difficulté. C'est plus qu'une difficulté, j'accuse Maître Prout de corruption. Et je vous invite à prendre directement attache avec ce dernier au besoin. Ah oui, non, mais il ne faut surtout pas faire. Parce que Maître Prout, si elle a quelque chose à me dire, elle m'adresse une lettre recommandée, puis qu'elle arrête de m'adresser des mails, parce que c'est plus d'actualité. Aujourd'hui, c'est des recommandés. Éventuellement, qu'elle fasse ce qu'elle veut. C'est pas mon problème. Par contre, je vous tiendrai informé de tous les courriers qui peuvent m'arriver. Voilà, tout de suite je prendrai mon téléphone et puis voilà, ce sera tout de suite diffusé avec une petite vidéo. Donc je vous ai parlé de toutes les banques, je vais les rappeler. Donc Massif, AXA, SMA BTP, tout ça c'est Dommage Ouvrage, Société Générale, Sogessure, Pacifica, Groupama, GMF, Covea, Cabinet des experts de Picardie, Caisse d'épargne, CGE Protection Juridique, la Banque Postale, IARD Protection Juridique, ça c'est Banque Postale, Banque LCL, Crédit Mutuel, et puis il y a 2 autres banques, donc je vous ferai état par la suite. BL Expert pour ce qui est de la maison, Christophe Paquentin, un expert en assurance corrompue, mandaté par la Massif. Donc voilà. Sans oublier en fait le fait que je l'ai rangé forcément, donc j'ai été, je vais très rapidement en fait, on est à 1 minute 02 et donc il est 11h, il est 10h55. Donc j'ai été infiltré, je me suis aperçu que j'étais infiltré par deux salariés de cadre supérieur de chez Bayer. Il y a la première personne qui m'a infiltré, c'était le directeur de chez Bayer à Marle, dans l'Aisne. C'était le papa d'une amie de ma fille aînée. Donc je me suis bien fait avoir, mais bon, malgré tout, j'avais quand même pas mal de soupçons. Et donc ce monsieur, il a recueilli quand même des informations auprès de ma fille, forcément. Et puis voilà, puis il était informé. Et puis c'est vraiment très incrusté dans la maison, etc. Donc je vous passe les détails. Tout ça sera certainement l'objet d'audition. Et donc, il a eu connaissance en fait d'un cousin de mon épouse qui était cadre supérieur pour Bayer. Il a travaillé pour Paris, il a même travaillé près de Londres. Il a travaillé à Lyon et Bayer au siège social du Düsseldorf. Donc ce monsieur, c'était un cadre supérieur, directeur informatique. Et donc ce monsieur m'a tout simplement volé des données informatiques, je n'ai pas peur de le dire, et vidé mon ordinateur de son contenu total. Plus rien, le vide,
le système d'exploitation, toutes les données, tout avait disparu. Donc j'aurai l'occasion, et ce monsieur est provocateur, donc moi je ne rentre pas dans la provocation, je suis parti, et puis je me suis dit, ben toi, un jour ou l'autre, ça ressortira, et je vais parler de toi. Donc, ouais, quand on veut infiltrer des personnes, ben on se sert des proches. On se sert des proches, notamment de la famille. Et il y a deux personnes, sa conjointe à ce monsieur, elle travaille pour l'éducation nationale, elle était professeure agrégée pour l'éducation nationale, en retraite aujourd'hui. Et puis il y a aussi une autre personne dont je parlerai le moment venu, une personne d'enseignement également, l'éducation nationale, l'État, voilà, triste État, triste France. Donc très rapidement, je vous remonte pour le clap de fin. Le clap de fin, mais voilà. Alors, je vais vous montrer les photos dans le désordre. Ça, c'était les terrains malgré tout, quand on a fait l'acquisition de terrain en 2006. C'est une photo que j'ai faite. On voit bien que l'allée du canal est à une pente. Là, le terrain était borné, comme je l'ai expliqué, je ne vais pas le réexpliquer. Donc le terrain, je veux dire, il n'y avait pas de surélévation de terre, il n'y avait même pas de dépôt de terre. Et les arbres qui se trouvent au fond, c'est les arbres qui se trouvaient sur ma propriété. Juste devant, il y avait, entre les deux bornes, il y avait la propriété des voisins avec la borne de retrait de 2 mètres, la borne qui a disparu. Et donc nos voisins, ils ont foutu un gros chantier volontaire pour m'estorquer des fonds, pour me prendre ma maison. J'aurais fini SDF, voilà. J'aurais fini SDF, peut-être avec une barbe très longue, en sentant très mauvais, sans pouvoir me laver, et puis dans le froid, etc. Moi aujourd'hui, enfin si demain j'ai qu'une envie en fait, c'est il y a une chose qu'il faut voir effectivement, c'est la justice, mais il faudra voir aussi, moi je compte m'investir dans ce domaine-là. La politique ne m'intéresse pas du tout. C'est que, comment dire, il est inadmissible que des gens en France dorment dans la rue. Il y a l'abbé Pierre qui avait alerté, etc. Aujourd'hui, il faut aller un peu plus loin. Il ne suffit pas des maraudes, c'est très bien, mais il faut à tout prix trouver des logements pour ces personnes-là. Il y a des cadres, il y a un petit peu de tout. Il y a des gens qui se retrouvent. Moi, si je m'étais trouvé dans une situation de difficulté, si j'avais pas ma famille qui m'aurait hébergé, je me serais retrouvé à la rue, quoi. Puis une fois que voilà, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de vous héberger, quoi. Donc, parce que, bien évidemment, cette histoire de spoliation, on m'aurait pris de l'argent, parce qu'on aurait créé des dettes. Donc, ça ne serait pas arrêté. Non seulement on m'aurait pris ma maison, mais la maison aurait été vendue pour une bouchée de pain. Et là, on a des prêts, les prêts ne sont pas terminés, les prêts de maison ne sont pas terminés. Et il serait arrangé pour avoir un déficit, supposer que je doive 250 000 euros avec, il voulait, c'est ce qu'il voulait, refaire un mur d'un bout à l'autre, etc. Donc on est à 185 000 euros, plus un mur d'un bout à l'autre sur 55 mètres, vous voyez, même 200 000 euros. En tout, et on a une dette, et puis une dette qu'il faut rembourser, donc huissier de justice, prélever sur ma retraite, et puis prélever sur le salaire de mon épouse tant qu'elle est en activité. Donc là, vous voyez le chantier, là, voilà. On creuse, on fait des bosses, et puis ces terres-là restent en place. Et puis voilà, on m'accuse de piocher, il y a un talus, il y a des... on est à 4 mètres le long de la maison, la maison est à 4 mètres de retrait par rapport à notre terrain. On m'accuse de piocher, mais franchement, c'est des accusations qui sont calomniaires et personne ne dit rien. Maître Prout, elle ne dénonce pas du tout. Regardez le chantier, c'est pas de lac normand, c'était des champs. Tous les gravocs ont été extraits du sous-sol des voisins. Voilà, il les a étalés derrière. Tout ça pour me piéger. Vendetta, Patrick Margoulès. Voilà. Ouais, le terrain derrière, la réance, elle est là. La réance a été créée. Elle a été créée par mes voisins. Et mes voisins, qu'est-ce qui va se passer? C'est des menteurs, mes voisins. Regardez, là, à l'heure actuelle, ils ont fait une extension dans la maison, ils ont fait un garage. Là, ils laissent en permanence le permis de construire. Oui, il y a bien un permis de construire. Mais à l'époque, ils sont bien arrangés pour que je n'ai pas accès au permis de construire. Donc, il n'y avait pas de permis de construire. La photo, j'ai la source qui ne disent pas que... Voilà. À l'époque, ils m'avaient répondu que c'était effacé. Non, mais attendez, le panneau, il est blanc. Il n'y a jamais eu d'inscription sur le panneau. Voilà, c'est des gens qui trichent. Il y a obligation d'afficher. Maintenant, quand j'allais à la mairie, maintenant...
Ah, faut que je vois le maire pour sortir. Puis le maire va, ouais. Puis on fait le permis de construire des voisins. Moi, je l'ai vu à la Com d'Aglo. Hein, et j'ai vu à la Com d'Aglo, effectivement, qu'il n'y avait pas de. Il n'y avait pas sur la face gauche du pignon, il n'y avait pas de rehausse de terre. Donc le permis de construire de mes chers voisins a été falsifié. C'est gravissime. L'implication de la mairie de Lédin, il va falloir qu'il s'explique, la Com d'Aglo. Moi j'ai un courrier de la Com d'Aglo qui dit qu'ils ont obtenu une rehausse des terres à partir de mai 2007 et non pas en 2006. Notre permis de construire, lui, date de mars 2007. Donc voilà, hein, c'était pas à nous de faire le mur, c'était à nos voisins. Hein. Nous, notre permis de construire, il y avait une descente de sous-sol. Donc rehausser les terres de cette façon, hein, c'était strictement interdit par le cahier des charges. Le cahier des charges, ben, on se garde bien de le communiquer. Donc voilà, c'est tous ces gens-là que je vous ai cités précédemment sont responsables. Et là, si on compte le nombre de parpaings, eh bien, on va compter à partir de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au moins 7, il y en a 8. Hein. Donc quand je dis que les terres, 8 fois 2, 20 cm, ça fait 1,60 m. Moi, quand je dis que les terres ont été rehaussées au minimum 1,20 m, hein, le long du pignon, on est par endroit à 1,74 m. Hein, j'ai mesuré. Donc voilà, allez, clap de fin, on va finir. Moi j'aime bien Jean Marais, hein, comme je vous ai dit, et on va se marrer. Enfin, tout au moins, moi je vais me marrer, parce qu'en fait, effet boomerang, effet domino, hein, c'est toutes les palais de justice corrompus qui vont tomber, et effet papillon, je ne le souhaite pas, mais de toute façon, il faut tout remettre à plat. Hein. Le système tel qu'il est, le système politique et le système judiciaire ne peut plus fonctionner comme ça. Hein. On peut pas, on est vraiment un peuple opprimé. Hein. La liberté, les droits de l'homme, c'est de la foutaise. Hein. Il va falloir rétablir les droits de l'homme, parce que là, rien n'est respecté, en fait. Hein. Donc voilà, je vais faire un petit coucou, je vais défaire mes lunettes qui m'ont permis de vous voir de près, parce que de voir de loin c'est impeccable, et je vais vous faire un petit coucou. Donc attendez voir, avant il est 10h, il est 11h, très précisément il est 11h04, on est à 1h, 11 minutes et 30 secondes, 32 secondes d'enregistrement. Donc voilà, plus la première partie. Donc là on est en deuxième partie, on est le mardi, on est le mardi 28 mai 2024. Donc voilà. Et le ciel est nuageux. Il y avait un peu de soleil, mais là, le ciel est nuageux. Coucou, me voici. Alors là, est-ce que vous me reconnaissez? Ben non, pas du tout, effectivement. Je suis Patrick. N'ayez pas peur, je m'occupe de tout. Hein, en matière de communication, je vais faire ce qu'il faut. Donc, par contre, j'ai besoin de vous. Il faut à tout prix partager un maximum toutes mes vidéos. C'est essentiel, c'est important. J'invite toutes les victimes à se mobiliser. J'invite tous les Français, toutes les Françaises de France et d'outre-mer à se mobiliser. Il faudrait être des millions dans la rue. Si vous voulez que ça change, il faut être des millions dans la rue. Parce que la situation va ne faire que s'aggraver. Elle va ne faire que s'aggraver. Donc il est grand temps d'intervenir. Il faut mettre fin au suicide, il faut mettre fin à la souffrance des victimes, il faut mettre fin au pillage. C'est mon objectif. C'est le défi que je me suis lancé. Et lorsque je me lance un défi, je vais jusqu'au bout. Donc moi, j'ai pas peur, hein, mais n'ayez pas peur, ils sont pas si nombreux que ça. Hein, il y a 90 000 avocats, dans les 90 000, il y en a pas, tout le monde n'est pas corrompu. Dans les magistrats, tout le monde n'est pas corrompu, mais il va falloir tout remettre à plat. Hein, vous voyez tout à l'heure le collaborateur de maître d'honnête a essayé, hein, je ne vous l'ai pas montré, mais a essayé de me provoquer pour que je l'interpelle, pour que je donne son nom, etc. Si j'avais donné son nom, il est monté dans sa Mercedes blanche. Je ne savais même pas qu'il avait une Mercedes blanche qui était garée sur le côté de la poste. Donc voilà, si j'avais filmé et si j'avais donné son nom, eh ben, il aurait déposé plainte contre moi. Hein, d'accord. Là, c'est hyper important. Concernant Maître Prout, il y a des preuves qui peuvent être irréfutables. Hein. Moi, je l'ai précisé lors de ma première partie, en fait. Hein. Là, on est sur la deuxième partie. Ce qui est important, c'est d'avoir... ça, il n'y a que la justice qui pourra l'obtenir, les relevés téléphoniques de Maître Prout, les relevés téléphoniques, et puis à quel endroit son téléphone a borné.
hein, pour voilà, faire reconstituer l'ensemble, hein, comme c'est un crime. Hein. C'est un crime, hein, voilà. C'est un crime que de piller, c'est criminel. Ce sont tous des criminels. Maître Marc Antonini est un criminel. Maître Dezap est un criminel. Maître Prout est une criminelle. Elle est corrompue. Hein. Ces gens-là font de l'argent. L'avocat, l'associé en fait de Maître Christophe Donnet, de même que Maître Christophe Donnet, ce sont tous les deux des criminels. Hein. Les raisons pour lesquelles en fait Maître Donnet a quitté en fait rue de la Barre, je ne la connais pas, mais ce sera quand même intéressant de savoir pourquoi. Est-ce que ça a un lien au fait que le 20 mars, voilà, j'ai quand même cité son nom dans le recommandé que j'ai adressé à Maître Prout. Donc là, il y a peut-être voilà, il y a certainement de la peur, et puis c'est de la prévention. À mon avis, ils se séparent pour éviter que le cabinet rue de la Barre soit impacté par le contentieux maison non conforme. Donc c'est fort probable. Là. Donc tout ça, bon, bah, par la suite, on en saura un petit peu plus, hein, parce qu'il faudra qu'il y ait une enquête. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée. On est a priori à 1 minute, 1 minute 15 d'enregistrement. Et je vous dis à très bientôt, parce qu'on se revoit, croyez-moi, j'ai derrière ce qu'il faut. Donc on se revoit dans quelques heures. Je vous fais un très gros bisou. Encore une fois, une bonne journée. Et puis, caressez ma bosse, mes seigneurs. Caressez ma bosse. Elle vous portera bonheur. Comptez sur moi. Je ne vais pas en rester là. Gros bisous, citoyens. Je compte sur vous.